Enchantée à vous tous. Bonjour. Donc, Héloïse Quettel, comme vous le disiez, responsable des collections médicales. Donc, je suis là pour vous parler des collections d'anatomie pathologique du musée Dupuytren. Voici le sommaire. Donc, ces collections, elles sont conservées au sein de Sorbonne Université, donc, qui est un établissement universitaire français qui regroupe plusieurs types de collections scientifiques, notamment des collections de zoologie, paléontologie, paléobotanique ou pétrologie, ainsi que ces fameuses collections d'anatomie pathologique Dupuytren, qui sont donc les collections de l'ancien musée Dupuytren, qui occupent véritablement une place assez singulière au sein de ce groupuscus, parce que c'est à la fois une pluralité de typologies d'objets et de spécimens, mais aussi ce sont des collections qui se sont basées assez rapidement sur un aspect muséologique qui les a toujours accompagnés, ce qui est particulièrement intéressant. Donc, le musée Dupuytren, lui, il ouvre en 1835. Et on dénombre au sein d'un premier catalogue d'inventaire publié en 1842 un millier de pièces, toutes osseuses. Un second catalogue, lui, en 1880, dénombrera 6000 pièces, qui comprennent déjà à l'époque quasiment toutes les typologies que l'on retrouve encore aujourd'hui. Donc, ces différentes typologies, vous pouvez en constater certaines sur la droite. Ce sont donc des cires anatomiques, préparation ostéologique et anatomique, préparation humide, instruments scientifiques, lamistologiques et archives, qui regroupent quant à elles des photographies cliniques notamment, dossiers de patients, ouvrages, œuvres d'art graphique, etc. Donc, le musée, lui, fermera une première fois en 1937 dû au mauvais entretien des locaux et puis au désintérêt grandissant lié à ce type de collection, et puis il le réouvrira en 1967 et fermera définitivement en 2016. En 2016, donc, un transfert des collections avec une intégration au niveau des collections donc directement gérées par le pôle patrimoine de la bibliothèque de Sorbonne Université, donc transfert au sein de l'Université des sciences de Jussieu, avec le recrutement d'un personnel spécialisé sur les restes humains, donc la personne qui vous parle aujourd'hui. Ceci a donc permis d'aborder frontalement les enjeux juridiques et éthiques que ce type de collection au sein d'un établissement universitaire peuvent engendrer. En effet, si l'importance historique et scientifique de ces collections n'a finalement jamais posé question, l'ensemble des actions quotidiennes de conservation et de restauration constitue véritablement aujourd'hui un levier essentiel pour une connaissance approfondie de l'histoire matérielle et technique de ces collections. Pour ce qui est du cadre éthique et juridique, donc fermeture du musée en 2016, avec une véritable réflexion engagée sur le statut juridique de ces collections, à la fois dans un contexte restreint lié à la particularité des restes humains, et puis bien évidemment dans un contexte plus global lié au statut des collections universitaires, et sur le cadre éthique de sa gestion quotidienne. Donc en effet, si la possibilité d'une patrimonialisation du corps humain dans le sens où ce corps serait susceptible de faire l'objet d'un droit patrimonial est proscrite par le Code civil depuis les lois de bioéthique, il est désormais admis que le corps peut se voir appliquer les mêmes règles d'inaliénabilité, incessibilité et imprescriptibilité que tout autre objet muséal protégé par le Code du patrimoine ou le Code général de la propriété des personnes publiques, donc le CG3P, indique. Donc, font partie du domaine public mobilier les biens présentant un intérêt public du point de vue de l'histoire, de l'art, de l'archéologie, de la science ou de la technique. On a notamment aussi, pour le cas précis des restes humains, le rapport de l'IGAS et de l'IGANR dédié en 2002 à la conservation d'éléments du corps humain en milieu hospitalier universitaire, qui nous précise bien que ces collections elles constituent un lieu de référence pour l'anatomie et la médecine légale. C'est leur premier intérêt que de constituer, de ce point de vue, un patrimoine irremplaçable, une richesse pour présenter à un plus large public une histoire du corps humain, son évolution morphologique, ses maladies et la façon dont l'homme a appris à les combattre, et retrace bien sûr une part du cheminement scientifique et culturel de l'humanité, en effet la part prise par les chercheurs de notre pays. Pour la question éthique, du cadre éthique lié à la conservation de ces collections, donc c'est une question fondamentale qui est devenue un élément essentiel des réflexions engagées au sein des institutions muséales sur la gestion quotidienne et ce qu'on appellera la monstration de ces corps ou de ces fragments de corps. Donc pour être extrêmement concis, puisque c'est une question complexe, c'est la question du respect et de la dignité humaine, et bien évidemment de la décence, qui sont des majeurs, hein, donc avec les fameuses lois bioéthiques, donc l'article 16.1.1 du Code civil, la circulaire notamment du 26 avril 2007, donc qui porte charte de déontologie des conservateurs du patrimoine,
Et bien sûr, le code de l'ICOM, hein, donc cette règle qui nous dit que les collections composées de restes humains ou d'objets sacrés ne seront acquises, exposées et étudiées qu'à condition de pouvoir être conservées en sécurité et traitées avec respect, bien évidemment en accord avec les normes professionnelles et lorsqu'ils sont connus intérêts et croyances de la communauté ou des groupes ethniques et religieux d'origine, avec le plus grand tact et dans le respect de la dignité humaine de tous les peuples. Donc sans aller jusqu'à se doter d'une charte de gestion éthique régulant l'ensemble des pratiques autour de la conservation, exposition et exploitation scientifique de ces collections, Sorbonne Université aborde néanmoins depuis 2016 l'ensemble des demandes de consultation, analyse, prélèvement et plus largement d'accès à ces collections sous l'angle de leur pertinence, bien sûr, mais en s'assurant aussi qu'elles n'entrent pas en contradiction avec ces règles éthiques qui doivent véritablement s'imposer à la conservation quotidienne de ces collections. Pour poursuivre, donc, je vous présente les chantiers menés sur ces collections, donc avec véritablement un énorme travail de fond de reprise, à la fois sur la formalisation des procédures d'accès, consultation, analyse, prélèvement, donc véritablement pour encadrer au mieux l'accueil de toutes ces demandes et de toutes ces personnes physiquement, le redéploiement, bien sûr, de l'ensemble des collections, donc en fonction des différentes typologies de pièces. Et puis, j'avais choisi, en effet, notamment, un déploiement anatomique, par structure anatomique, de la tête jusqu'aux pieds pour le détail, et puis par sous-classement pathologique, notamment pour avoir une bonne lecture pour la gestion quotidienne. La mise en place d'un atelier dédié aux interventions de conservation et de restauration des pièces de la collection, puisque je suis moi-même conservatrice, restauratrice spécialisée sur les restes humains et les matériaux organiques, avec notamment l'intégration et le transfert en octobre 2018 de près de 1200 pièces osseuses qui appartenaient historiquement au fonds, qui ont nécessité une mise en quarantaine, un important travail d'inventaire, mais aussi de restauration et de redéploiement. Donc ça, c'est toujours en cours. On a atteint les 490 pièces à ce jour, sans compter l'encadrement de prestataires extérieurs pour tout ce qui est de l'ordre des typologies qui ne me concernent pas pour les interventions propres. Un suivi quotidien des conditions de conservation, thermohygrométrie, luxe, infestation au sein des différentes réserves. La structuration d'une base de données entièrement dédiée à ces collections, donc bien évidemment un récollement et ou un inventaire quotidien. Je ne vous apprends pas ce que sont le récollement ou l'inventaire, mais en tout cas, voilà, description de chaque pièce, identification surtout en ce qui nous concerne, des zones anatomiques, des différentes typologies, biographie de chaque médecin, bibliographie référente, etc. Constat d'état, c'est quelque chose sur lequel on a longuement travaillé, puisque ça fait aussi partie de mes spécialités. Et puis surtout, un gros travail de fond cette année sur le basculement qui va bientôt venir de cette base de données de gestion, donc non pas seulement pour les collections médicales, mais pour toutes les collections scientifiques de Sorbonne Université en full web, dont vous reparlera probablement mon supérieur hier vendredi. Et enfin, l'élaboration d'une première ossature d'un plan d'urgence dédié à ces collections. Donc voilà, évaluation des risques, procédures, schéma organisationnel et matériel devant être mobilisé. Donc ça, c'est aussi en cours. Donc l'ensemble de ces opérations, elle nous a bien évidemment aussi permis d'avoir une meilleure connaissance de l'histoire matérielle de ces collections, avec l'étude des techniques de réalisation, montage, soclage, solutions de conservation ou de lutage sur ces différentes pièces, qui nous apporte aujourd'hui de nombreuses informations sur les modalités de collecte, constitution et de conservation des collections médicales au XIXe siècle. On sait aujourd'hui que les sources écrites documentant l'histoire de ces techniques sont très pauvres, hormis sur la question des cires et ou des préparations anatomiques sur lesquelles aujourd'hui il y a eu quelques études. Néanmoins, donc, la diversité des pièces et des montages représentés au sein des collections Dupuytren nous permettent vraiment d'avoir un terrain d'investigation assez exceptionnel pour justement réfléchir et comprendre l'histoire matérielle des collections médicales. Donc vous avez ici quelques exemples. Voilà, ici le crâne d'un suicidé qui vous présente donc un soclage sur tige de laiton et socle en pin de noir. Et surtout donc le procédé de coup de scie qui a été porté justement pour pouvoir venir observer l'accroche de la balle. Donc vous avez ici la balle qui a été accrochée pour montrer à l'endroit précis du point d'impact et la référence à l'endroit où a été retrouvée la balle dans le cerveau. Ici, un fémur
pareil, qui a été impacté par une balle sur laquelle l'os est venu se cicatriser. Et donc, voilà, le fémur a été ouvert pour qu'on puisse en observer l'impact de la lésion et de la reconstruction osseuse. Et puis ici, un ostéosarcome de la face. Donc, ce sont des pièces qui sont sciées, remontées, articulées, notamment à l'aide de ressorts et de crochets pour les besoins de la démonstration. Donc, c'est assez intéressant de voir les différentes typologies de présentation. L'étude globale, en effet, de ces décisions et de ces choix en matière de soclage permettent vraiment de constituer un pan de l'histoire matérielle du fond et de distinguer peut-être quelques écoles et de pouvoir dater l'apparition de certains choix techniques, d'attribuer telle ou telle pièce à tel collecteur ou préparateur lorsque l'on n'a aucune information, d'établir notamment une classification des pièces conservées dans les collections en fonction de leur degré de complexité de préparation aussi. Donc ici notamment un exemple de préparation anatomique, donc ce qu'on appelle une injection corrosion. Donc là on est sur un situs inversus, donc les organes ont basculé sur le côté inverse, on est surtout sur les organes spléniques, reins, rate, etc. Et des préparations humides, où là on va constater des spécificités de montage, tiges de verre travaillées ou plaques en verre colorées. On est notamment en train de travailler avec le CRC, au Muséum national des surnaturels, sur des études sur l'historicité du butage, les différentes solutions de conservation, potentiellement solutions de fixation, etc. Donc, véritablement, un travail de fond sur la compréhension vraiment technique de ces différents éléments de collection pour pouvoir au mieux les comprendre et puis, bien évidemment, les valoriser par la suite. Donc, 5 ans après la fermeture définitive du musée du Puitras, on constate vraiment que les moyens alloués par Sorbonne Université pour la gestion de ces collections, ils ont progressivement permis de stabiliser le cadre dans lequel elles sont conservées et valorisées, l'intention portée aux modalités éthiques de manipulation et d'exposition de ces restes humains, la réalisation d'un inventaire et ou récollement exhaustif du fond, réintégration et restauration des spécimens historiques, permettent vraiment aujourd'hui de mettre à la disposition de la communauté scientifique un ensemble exceptionnel, régulièrement mobilisé dans le champ de la paléopathologie et de la paléoépidémiologie, de l'histoire des sciences, de l'histoire de l'art ou des humanités médicales, et démontre encore et toujours la nécessité évidente de conserver ce type de fonds. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Yann, je te cède la parole. Oui, merci beaucoup. Je ne sais pas si on m'entend. Parfaitement. Oui, d'accord. Merci beaucoup, Héloïse Cotel, pour cette présentation très dense d'une collection vive, effectivement, qui nous met de plein pied, si j'ose dire, dans notre problématique de la journée, c'est-à-dire la mise en collection du corps humain et le statut. Vous avez posé la question juridique, enfin, donné les éléments du cadre juridique actuel, qui a évidemment beaucoup évolué récemment, notamment autour des questions de restitution dans un contexte colonial, mais enfin post-colonial plutôt. Non, moi j'avais, pour lancer la discussion avec la salle, on a quand même pas mal de participants, une bonne vingtaine, donc je ne veux pas du tout monopoliser la parole. Évidemment, j'ai été passionné par ce que vous avez dit, notamment sur la chronologie des ouvertures-fermetures. Elle est très parlante en quelque sorte. Donc j'avais deux questions, une question temporelle, c'est-à-dire est-ce qu'on peut préciser pourquoi ça ferme en 1937 et ça nous intéresse d'autant plus, si j'ose dire, que on va y revenir dans la journée. Si ma mémoire est bonne, le musée était localisé, c'était ma deuxième question. C'est l'histoire des localisations du musée qui me semble assez parlante aussi. Était localisé dans le couvent des Cordeliers, où en 1869 est venu, non pas les rejoindre, mais s'adjoindre au-dessus les collections de la Société d'anthropologie de Paris, donc dans une sorte à la fois de distinction et de concurrence. Or, ces collections de la Société d'anthropologie de Paris, on le sait, sont très liées à la genèse de l'histoire des collections du futur musée de l'Homme. Donc, évidemment, dans cette partition entre collection médicale et collection paléo-anthropologique ou anthropologique au sens physique du mot anthropologie, il y a là finalement une comparaison
qui méritent beaucoup de documentation. Et puis, éventuellement, ma troisième question, mais elle est liée, elle est sur l'histoire de l'accroissement, parce que vous avez parlé de 15 à 20 000 pièces, une très grande diversité typologique. Vous avez évoqué la présence d'archives, donc évidemment, on se demande à quel moment des dossiers de patients ont pu être considérés comme des objets de collection semblables aux autres, peut-être très tardivement. Et j'imagine que l'accroissement ne s'est pas fait en un jour et qu'en 1835, il n'y avait pas 15 000 objets dans le legs du Puytrain. Donc voilà, donc, une question chronologique. Pourquoi une question, je dirais, spatiale et environnementale, quel rapport avec les autres collections, et notamment celle de la Société d'anthropologie de Paris, puisqu'elle migre également, à la fin des années 30, de la fac de médecine vers, enfin c'est assez compliqué, vers le palais de Chaillot. Et puis une question donc sur oui, tout ça, encore chronologique, en gros, le rythme d'accroissement, et à partir de quand surtout le musée, la collection ne s'est plus accrue en fait. Est-ce qu'il y a un moment où on peut déceler une sorte de fin d'alimentation, de fossilisation, sans mauvais jeu de mots, des collections du musée du Puytrain? Je vous remercie pour toutes ces questions. Ça va me permettre en effet de reprendre un petit peu tout à fait l'histoire de ces collections. Bon, déjà, ce qui est intéressant, c'est que j'ai été pendant près de 3 ans et demi, 4 ans, la responsable de la plateforme de conservation et restauration des momies et restes humains organiques du Musée de l'Homme. Donc, j'ai dû m'occuper aussi de ces questions de fond sur la question des restes humains et puis aussi m'intéresser à la SAP. Donc, ce sont des questions que je me suis en effet reposées par la suite avec le musée du Puytrain, puisqu'ils ont été voisins très proches. Donc, ce musée du Puytrain, en fait, il est ouvert en 1835 sous l'égide de Guillaume du Puytrain, parce qu'il était anatomopathologiste et qu'il n'existait à l'époque pas encore de chaire, d'unité d'enseignement dédiée à l'anatomie pathologique. Donc, lui, il fait une donation à la faculté de médecine pour créer cette chaire. Sans rentrer dans le détail, mais à l'époque, le doyen, c'est Mathieu Orfila. Et lui propose plutôt, avec ce fonds, d'ouvrir un musée. Il se trouve néanmoins qu'en 1835, à la fois lorsque le musée ouvre, Orfila réussit aussi à créer et ouvrir la chaire d'anatomie pathologique. C'est aussi malheureusement l'année du décès de Guillaume du Puytrain, donc il ne verra ni l'un ni l'autre. Donc en 1835, le musée s'ouvre au sein du réfectoire des Cordeliers, qui existe encore aujourd'hui, mais qui n'est plus utilisé, qui est utilisé par la mairie de Paris. Le musée se déploiera notamment sur tout le rez-de-chaussée et puis le premier étage, si je ne me trompe pas. Ce qui est intéressant, en fait, c'est que ce sont les différents titulaires de la chaire d'anatomie pathologique qui vont avoir pouvoir de gestion sur ces collections, qui seront parfois accompagnés d'un conservateur, plus ou moins à temps plein, plutôt assez rarement, en fait. Donc, ce sont notamment ces 2 premiers conservateurs qui vont avoir de l'importance, Charles Denonvilliers et Charles-Nicolas Well. Le premier qui va réaliser donc, le premier catalogue en 1842, où l'on a des gravures et quelques 1000 pièces osseuses, et le second, où on a donc ces 6000 pièces de la plupart des typologies qu'on retrouve encore aujourd'hui, avec notamment aussi un atlas photographique, ce qui était une quasi-exception à l'époque. Les différents titulaires de la chaire vont se suivre, et en 1937, c'est Gustave Roussy qui est titulaire de la chaire, donc le fameux médecin qui fera un très 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 gros travail sur l'étude du cancer. Et malheureusement, à cette époque-ci, on est déjà sur un déclin. On est sur un déclin qui est celui du début du XXe siècle. On a un désintérêt grandissant pour ce type de collection parce qu'on est passé du macro au micro. Ainsi donc, ces pièces macroscopiques 3D qui végètent un petit peu dans une muséification un peu vieillissante, viennent aussi s'ajouter malheureusement les problématiques de bâtiment, c'est-à-dire que le plafond fuit, le sol se dérobe, et donc comme vous l'avez justement très bien dit, sont aussi adjoints dans le même bâtiment la SAP, mais aussi, si je ne me trompe pas, la Société de biologie. Et donc, on a un mouvement aussi comme ça de labos et de personnel qui viennent se conjuguer dans l'affaissement du bâtiment en général. Et donc, Gustave Roussy, qui voit arriver aussi de plein pied la Seconde Guerre mondiale, va décider la fermeture du musée
et donc faire démonter les vitrines et les collections et tout installer dans les sous-sols de la faculté de médecine de Paris. Donc ça va rester comme ça pendant 30 ans, donc il va y avoir des pillages, il va y avoir bien évidemment de la destruction due à la fois aux conditions de conservation, voilà, conditions d'humidité, etc., énormément de suie, enfin voilà, je n'apprends pas aux gestionnaires de collection ce que peuvent donner les conditions de conservation catastrophiques, mais voilà. Et donc, en 1967, c'est le titulaire de la chaire de l'époque, qui s'appelle René Abellanet, qui est notamment praticien à l'hôpital Cochin, qui est spécialisé sur les tumeurs osseuses, qui va décider la réouverture du musée et donc va aller récupérer toutes les pièces qui végétaient dans les sous-sols et notamment y adjoindre un fonds, qui est le fonds de neuropathologie, neuroanatomie de Jules et Augustin Desgerines, et réouvrir le musée, cette fois-ci dans l'ancienne école pratique de médecine, donc qui se trouve physiquement à quelques mètres de l'école des Cordeliers, du réfectoire des Cordeliers. Et donc, voilà, retravailler une musification, en tout cas refaire une scénographie qui sera dans le même temps, à l'identique en 2016, extrêmement vieillissante, puisqu'elle datera de 1967 et n'aura pas bougé entre-temps. Pour revenir sur cette histoire de localisation, ce qui est justement intéressant avec l'implantation de la SAP, c'est qu'on sait que la personne qui, voilà, une des personnes qui représentera en tout cas ces collections, c'est Paul-Pierre Broca, et qui, dont notamment la collection des crânes va basculer ensuite au Musée de l'Homme. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à Dupuytren, on a notamment quelques pièces de Paul-Pierre Broca, notamment des préparations humides, donc les fameux cerveaux atteints d'aphasie, donc le cerveau de Lelon, le cerveau de Leborgne. Et donc voilà, question vive, c'est le cas de le dire, sur quid du... voilà, à quel moment ces cerveaux sont arrivés. Est-ce que justement, moi ça m'intéresse de savoir si c'est au moment de la jonction justement SAP, Musée Dupuytren, où Broca était dans le coin physiquement, et donc bascule une partie de ces pièces à Dupuytren par rapport à l'intérêt justement pathologique, hors anthropologique. Donc voilà, ça c'est des questions que moi je me pose notamment. Voilà. Sur la question de la diversité des pièces et de l'accroissement des collections, alors en fait on va véritablement voir un petit peu comme dans toutes les collections, j'allais dire au sens plus large, mais en tout cas médical pour le sens strict, des donations en fait, à la fois des différents titulaires de la chaire, aussi des différents conservateurs du musée qui seront, dès la réouverture en 1967, le plus souvent les titulaires de la chaire, donc qui auront cette double fonction, qui vont au moment du départ en retraite voilà, venir déposer les pièces qu'ils auront eux-mêmes collectées ou courant de collecte, les déposer directement au musée. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est sur une collection qui est historiquement du 19e siècle, pour y mettre des très gros guillemets, puisqu'on a des pièces qui datent à la fois de l'ancienne Académie royale de chirurgie, donc milieu 18e siècle, la pièce la plus ancienne date de 1752 tout de même, et des éléments qui vont rentrer jusqu'au milieu des années 1980, mais qui clairement ne sont, pour être honnête, ne sont pas traités de la même manière. C'est-à-dire qu'on arrive aujourd'hui quelque part à faire le tri entre ce qu'on pourrait appeler des collections que l'on pourrait considérer comme étant des collections d'études de fond, et puis véritablement les collections patrimoniales qui pour nous s'arrêtent vraiment en tout début du XXe siècle. Et donc vont venir s'ajouter voilà, des diapositives tardives des années 80, qui sont pour le coup là considérées comme des spécimens d'études, mais surtout, pour ce qu'on va considérer dans le patrimonial, ça va être par exemple les planches d'enseignement, que l'on va plus ou moins tous avoir connues, en tout cas dans les fonds, dans l'amphithéâtre, donc ces grandes planches dessinées représentant des représentations microscopiques, notamment de Pascano, qui va réaliser aussi des œuvres qu'on va retrouver à la PHP. Ce qui fait que oui, vraiment aujourd'hui, on peut vraiment retrouver toutes les typologies possibles que l'on peut avoir dans un musée de médecine, au niveau de l'instrumentation, au niveau des représentations. Les dossiers de patients, par exemple, ce sont les dossiers de patients alors en grande partie de Jules et Augustin Desgerines, parce qu'eux vont travailler pendant la Première Guerre mondiale sur l'impact des balles et des projectiles, et sur les nouvelles techniques en radio, en rayon X, pour pouvoir justement observer la trajectoire des balles et pouvoir opérer le patient au mieux, et non pas
pour parler vulgairement, le charcuter jusqu'à ce que l'on trouve le morceau de projectile. Et donc voilà, il va y avoir des grandes études qui vont être menées sur la topographie, sur voilà, ce qu'on fait aujourd'hui en tomo, voilà, sur cette trajectoire et sur l'endroit précis où on va venir opérer le patient et observer aussi les impacts neurologiques. Ben, merci beaucoup. Ces précisions qui en ouvrent d'autres, mais je vais pas encore continuer à poser des questions. Je signale juste qu'on est vraiment décidément de plein pied, non seulement avec notre thématique de la journée, mais je dirais même presque avec la thématique de la semaine au niveau national, puisque quelque part, Guillaume Dupuytren et l'anatomie pathologique, c'est un petit peu le revers de la Grande Armée quand même. Et donc, puisqu'on est à la veille du bicentenaire de Napoléon, on peut se rendre compte à quel point le CTHS est voilà, offre une actualité. Vous venez en plus de le souligner, il y a donc un lien fort quand même avec ces collections, avec les guerres du 19e et bien entendu du 20e siècle. Ça, c'est très important, je crois, puisque c'est ce qui prouve bien que là, il y a la collection du Dupuytren aussi, une archive finalement, au sens cette fois-ci plus conceptuel, plus métaphorique, de la réflexion pathologique en rapport avec la violence de guerre ou la question du corps humain. Merci pour toutes ces précisions, et en effet on voit bien que là il y a une interpénétration complexe et aussi des typologies de ce qu'est la mise en collection du corps humain variable dans le temps. Ce que vous avez dit sur les pièces humides de Broca me semble très intéressant, parce qu'il y a fort à parier que c'est aussi au moment où le musée de l'homme, en quelque sorte, se spécialise sur l'os, enfin, ou plutôt parce qu'il est en lien avec justement les collections ethnographiques, enfin, avec les pièces sèches, quoi, voilà. C'est-à-dire que là, je pense, entre le sec et l'humide, il y a vraiment quelque chose de passionnant. Parce que si j'ai bien compris également, les collections, il y a une partie des collections osseuses de Dupuytren qui sont parties vers Cochin à un moment donné. Donc, le os, enfin, je veux dire, la différence entre la chair et l'os, ou en tout cas les parties organiques et l'os, c'est évident que la place des pièces humides à la fin des années 30, plutôt qu'il était difficile d'imaginer, à mon avis, des pièces humides au musée de l'homme, même si, ne serait-ce que parce que les collections du muséum d'anatomie, cette fois-ci, je veux dire, celle du Jardin des Plantes, comportent aussi beaucoup de pièces humides, tératologiques et autres. Voilà. Je laisse maintenant la parole à qui veut. Il est 9h30. Je crois que Madalena Cataldi levait la main. Voilà. Ah oui, la Madalena, on te passe la parole. Merci beaucoup. Merci. Vous m'entendez? Bonjour, madame. Ciao. 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 C'était très passionnant cet exposé. Je voulais juste te poser une question très vite pour laisser aussi la place aux autres s'ils ont envie. Merci beaucoup. Et je voulais te demander par rapport aux inventaires historiques, quel est l'état des inventaires historiques, si vous avez donc des inventaires qui sont arrivés avec la collection et tout ça, et puis aussi sur les statuts de ces pièces qui sont des pièces travaillées en fait, qui sont des parties de squelettes, de parties, mais aussi devenues des objets. Et est-ce qu'il existe, quel est leur statut en fait si tu peux parler un peu comme tu avais commencé à faire des différents objets en fait, pédagogiques qui sont associés à la collection. Est-ce qu'il existe, là, je ne sais vraiment pas si c'est naïf, un inventaire par technique, en fait, par technique ou alors des travaux qui seraient sur les techniques de transformation de ces objets. Merci beaucoup. Merci, madame. Alors justement, comme je pouvais le dire tout à l'heure, les premiers inventaires, en fait, ont été tout de suite édités. Donc, le fameux catalogue des collections du musée Dupuytren en 1842, repris entre 1877 et 1880, donc le premier par Charles de Nonvilliers et le second par Charles-Nicolas Well. Vous pouvez trouver les deux sur Gallica, puisque les deux sont entièrement numérisés. Donc, on voit vraiment la continuité entre le premier qui comporte 1000 pièces strictement osseuses et le second où on a déjà quasiment toutes les typologies qu'on peut retrouver aujourd'hui, à l'époque.
Ce qui est intéressant, c'est qu'on n'aura pas forcément de nouveaux catalogues par la suite, alors édités clairement pas, mais surtout d'inventaire complet. Donc aujourd'hui, le travail de fond, c'est de procéder au récollement de ces collections parce qu'elles ont été très très brièvement inventoriées à la fermeture du musée, c'est-à-dire qu'on leur a imposé un numéro et puis on les a recensées dans une base de données. Donc moi, je reprends tout ça aujourd'hui pour vraiment catégoriser, réidentifier la totalité des collections dans la base de données actuelle de gestion, qui deviendra donc une base de données de consultation et de gestion en passant en full web. Petit clin d'œil pour les futurs consultants. C'est pour ça que c'est assez difficile aujourd'hui de se dire que, enfin, on suppose d'un nombre total d'items parce qu'à la fermeture du musée, on nous indique 6000 items, mais aujourd'hui, au vu de ce qui n'a pas du tout été inventorié au sein des collections, c'est pour ça que je dis que ça avoisine les 15 à 20 000 pièces. Ensuite, c'est aussi quelque chose dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est vrai qu'en effet, sur la question des techniques, c'est vraiment très pauvre. On a des ouvrages de référence comme l'ouvrage de Jean-Joseph Su, qui va nous parler des préparations anatomiques, mais là, on est au XVIIIe siècle, et donc on a un vocabulaire aussi qui va de pair, et puis l'utilisation de solutions pour lesquelles aujourd'hui, il faut retravailler toute l'étymologie, parce qu'on n'appelle plus les matériaux, les solutions utilisées à l'époque de la même manière. Et donc, voilà, c'est assez difficile de comprendre véritablement. Enfin, non, c'est pas qu'il est difficile de comprendre les choix qui sont entrepris par les préparateurs pour préparer les pièces. On comprend parfaitement, esthétiquement, visuellement tout de suite, pourquoi est-ce qu'on a réalisé telle ouverture à quel endroit et pourquoi on est venu montrer la pièce de telle et telle manière. Seulement, voilà, on n'a pas forcément de dynamique de fonctionnement. On suppose que chaque laboratoire avait son préparateur et que celui-ci avait ses propres techniques. Et donc, du coup, on a une pluralité comme ça de propositions en fonction des collections, mais qui en même temps se regroupent parce que le soclage ou la préparation de telle et telle pièce osseuse, on va retrouver la même dynamique dans à peu près toutes les collections du monde. Donc ça, c'est intéressant. Pour rebooter pour une de tes questions, au sein du deuxième catalogue, où on a à peu près donc, toutes ces typologies, on va avoir un pseudo-classement, mais qui va plutôt être lié aux pathologies. Ce qui fait qu'on a parfois pas forcément l'information à savoir si cette pièce elle est humide ou sèche. On va le présupposer, bien évidemment, si la pathologie elle est liée au chair, ça sera automatiquement de la pièce humide. Et si tant est qu'elle a eu un impact ostéologique, parfois ça peut porter à confusion. Donc on va avoir les tumeurs d'un côté, les fractures de l'autre, en fonction des différentes zones anatomiques. Et surtout, on va avoir une numérotation qui va repartir de zéro. Donc c'est là la complexité aussi aujourd'hui de prendre le récollement, c'est qu'on va avoir 5 numéros 1, mais sur 5 types de pathos différentes. Voilà aussi toute la question qui se retrouve dans toutes les collections, c'est toujours de travailler de manière interdisciplinaire. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas la science infuse, donc je travaille avec des anatomopathologistes, des médecins légistes et d'autres types de chercheurs pour pouvoir aussi des fois, de différents regards, être sûr de savoir de quelle pièce on parle, si tant est qu'on n'ait plus l'étiquette ou l'identification première. Et puis pour l'histoire juridique, là, on est vraiment au cœur des questionnements vifs sur les collections universitaires. C'est-à-dire que nous, on est vraiment protégés par le CG3P, donc le Code général de la propriété des personnes publiques, et on a vraiment un cadre juridique de protection, donc inaliénabilité, incessibilité, imprescriptibilité, qui ressemble fort à la juridiction des musées de France, mais qui n'en est pas, mais en tout cas qui nous permet véritablement d'avoir une protection de fond. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se dessaisir de ces pièces sans avoir une décision d'un comité scientifique, de la même manière que l'on réfléchit aussi à l'incorporation de pièces de manière collégiale. Mais on est vraiment, oui, sur la juridiction de collection universitaire au sens propre. Merci beaucoup, Héloïse Quettel.